Bonjour à tous. Donc, on va poursuivre cette présentation sur le vieillissement. Le vieillissement est tout d'abord l'élevage. Quand on parle de vieillissement, il faut avoir à l'esprit que l'objectif de l'élevage et également du vieillissement en bouteille, c'est de produire des vins ayant des qualités olfactives et gustatives supérieures à celles qu'il avait au départ. Autrement dit, quel est l'intérêt de garder ces vins longtemps en bouteille et quel est l'intérêt d'élever ces vins? Alors, d'élever ces vins en cuve, et vous l'avez bien compris, pour ma partie, d'élever les vins en fût. Alors, on peut définir le vieillissement comme un équilibre entre différents paramètres. Le paramètre principal, il faut le garder à l'esprit, c'est le raisin. Le raisin et le vin. Alors bien sûr, quand on dit ça, on ne dit rien, puisque nous le savons tous, quand on fait du vin, il faut avoir à l'esprit que, plusieurs autres paramètres vont concourir justement à cette qualité olfactive et gustative. Parmi ces paramètres, on va retrouver les conditions d'élevage, et comme je l'ai dit, on va retrouver également la qualité de la conservation en bouteille, que l'on retrouve dans la nature de l'obturateur et la nature du packaging. Alors, et derrière tous ces paramètres, il y a un dénominateur commun qui anime cette partie, c'est la connaissance de l'oxygène et de façon plus générale des mécanismes oxydatifs à l'origine de la modification de l'arôme et du goût du vin. Alors, dans cette présentation, je vais plus particulièrement m'intéresser aux arômes du vin, puisque c'est une thématique de recherche justement qui anime mon activité quotidienne depuis maintenant près de 15 ans. Alors, à titre d'exemple, on va s'intéresser à un cépage emblématique de Bordeaux, qui est le Sauvignon. Cépage emblématique de par ses qualités, et du point de vue du chercheur, cépage emblématique du point de vue de sa sensibilité à l'oxygène. On sait que le Sauvignon, lorsqu'il est bien fait, va développer dans sa jeunesse des arômes de fruits frais, des arômes d'agrumes, pamplemousse, fruits de la passion. Au cours du vieillissement, ces nuances vont disparaître, selon une cinétique plus ou moins variable, selon la qualité du produit et les conditions de conservation, et vont laisser place à des nuances, des arômes beaucoup plus lourds, que l'on va décrire et qui sont en fait un dénominateur commun à tous les vins oxydés, des arômes qualifiés de cire, de miel, d'encaustique, qui vont, au fil du temps, se transformer vers des nuances de rancio et de noix, dénominateur commun, encore une fois, de tous les vins oxydés. Alors, la recherche œnologique a, au fil du temps, pu mettre des noms sur chacune de ces nuances aromatiques qui jalonnent le vieillissement des vins en bouteille. On sait aujourd'hui que le Sauvignon blanc, l'arôme caractéristique du Sauvignon blanc, est dû à une famille de molécules que l'on nomme des thiols volatiles. Ces thiols volatiles, on va les retrouver ils sont issus du vin. On va les retrouver aussi grâce à l'élevage au contact du bois de chêne chauffé. Et ces thiols volatiles sont instables et vont disparaître au cours du temps et laisser place à une nouvelle famille de molécules, les aldéhydes, les cétones, qui vont, elles, concourir justement à l'émergence de ces nuances de cire, de miel et de rancio. Et je ne l'ai pas dit, mais à cette évolution de l'arôme s'accompagne systématiquement une évolution de la couleur, puisqu'on passe d'une teinte jaune pâle à une teinte jaune orangée lorsque le vin est oxydé. Alors aujourd'hui, je vais m'intéresser plus particulièrement à un composé, ce composé-là. Ce composé s'appelle le sotolon. Alors cette molécule rappelle la noix et le curry. Alors le curry, il y en a beaucoup dans le curry. Ce composé, il a été identifié il y a plus de 30 ans maintenant par un Japonais dans le sucre de canne. C'est d'ailleurs de cette première identification que tire son nom, puisque soto en japonais, ça veut dire sucre de canne. Et l'one, tout simplement parce qu'on a affaire, d'un point de vue chimique, à une énone, donc sotolon. Alors cette molécule, elle a été identifiée au début dans des vins naturellement oxydés.
alors naturellement oxydés, c'est les vins jaunes du Jura et les vins de Porto, les vins de Jerez. Ce qui est intéressant de noter, c'est que dans ces vins-là, cette molécule, justement, concourt à la complexité, à la typicité de ces vins. Dans ces vins, on peut avoir plus d'1 milligramme par litre de sautelon. À l'inverse, cette molécule, nous l'avons identifiée donc, à l'ISVV il y a une vingtaine d'années maintenant, comme responsable du vieillissement prématuré des vins blancs secs. Dans ces vins, cette molécule concourt justement, participe au défaut d'oxydation. Dans ces vins blancs secs de Sauvignon, les concentrations sont beaucoup plus faibles, le plus souvent inférieures à 15 microgrammes par litre. Une caractéristique importante de ce composé, c'est la notion de seuil, c'est-à-dire la concentration à partir de laquelle vous allez être capable de la sentir lors d'un test adéquat. Pour une solution modèle, c'est-à-dire de l'eau, de l'éthanol à milieu acide, on est à 2 microgrammes par litre, et dans un vin blanc, on est à 8 microgrammes par litre. Ces chiffres sont importants puisqu'ils vont conditionner la compréhension de ce qui va suivre. Donc, voilà le cadre. Le Sauvignon et l'évolution oxydative de ce cépage. Et nous avons appliqué ce cadre à, moi ce qui m'intéresse au quotidien, c'est-à-dire l'impact de l'élevage en fût de chêne, et également, plus généralement, l'impact du chêne, on va dire, sur l'évolution des vins. Donc, le chêne Cécile et, bien sûr, le chêne liège. Alors, ce qui est intéressant de remarquer, c'est que pour les deux, on a cette notion de temps qui est très importante. Hein. On coupe des chênes, souvent des vieux chênes, hein, plus de 200 ans, que ce soit du chêne liège ou de chêne pour faire des barriques. Alors, quelques mots sur l'impact justement de l'élevage en barrique sur l'évolution oxydative des vins blancs. Alors, on sait tous par expérience que lorsqu'on met un vin blanc en barrique, eh bien, il va y avoir une évolution et que certaines précautions sont indispensables à suivre si l'on ne veut pas que le vin blanc s'oxyde. Pourquoi? Eh bien, un élément de réponse. Par exemple, on s'est amusé justement à mesurer la quantité d'oxygène apportée par le bois de chêne. Alors cette fois, on ne s'est pas intéressé à la barrique, on a travaillé sur du bois directement. Des bois sous forme de stave et sous forme de chips. On a mis en place un protocole permettant justement de limiter l'impact des énergitanins, dont on sait que vous venez de le voir qu'ils consomment abondamment l'oxygène, donc pour limiter cet artefact. Et donc on a pu mesurer, reporter pour la première fois justement les quantités d'oxygène cédées par des staves et des chips. Et on voit que ces quantités sont non négligeables, hein, puisqu'on arrive à 100-120 microgrammes par gramme de bois sec. Alors quel est l'impact justement de ce bois sur, par exemple, si on prend un paramètre qui nous intéresse aujourd'hui, le SO2 et le SO2 libre? Si l'on suit l'évolution d'une solution hydroalcoolique de macérat de bois supplémenté à un SO2, selon la quantité de bois qui a été rajoutée, donc 0,5, 10, 15 grammes par litre, et on peut s'apercevoir que la teneur en SO2 sur une période d'un mois diminue de façon drastique plus la quantité de bois ajouté est importante. Donc, ça vous indique que l'usage du bois est intéressant d'un point de vue œnologique. Il faut garder à l'esprit que dès lors que vous ajoutez du bois sous forme de stave, de chips, et on va le voir sous forme élevé en fût, eh bien, vous apportez de l'oxygène. Et ces quantités d'oxygène vont moduler la teneur en SO2 de votre milieu. Et donc, plus généralement, modifier le stress oxydatif que votre vin va subir. Justement, si l'on passe maintenant à la barrique. Alors la barrique, c'est un grand sujet qui a fait couler beaucoup d'encre, qui a suscité beaucoup d'intérêt de la part des chercheurs. Le premier à s'être intéressé à cette thématique, c'était Jean Ribero-Gaillon dans les années 30. Il n'y a pas très longtemps, une équipe espagnole a pu réaliser ce très joli travail, l'équipe de Nevares. Ils ont pris différents fûts de chêne américain et ils ont rempli ce fût d'une solution hydroalcoolique. Ils ont suivi l'évolution de l'oxygène apporté justement par la barrique. Et ce travail a pu montrer que voilà, un élevage en barrique neuf permettait d'apporter en moyenne 11 mg par litre par an. Donc ces résultats sont proches de ceux que l'on avait à l'esprit, hein,
c'est-à-dire une saturation tous les 3 mois. Par contre, ce qui est nouveau, c'est la cinétique, c'est-à-dire que tout se passe, on va dire, les 2 premiers mois, et à partir, on va dire, du 2e mois, on a un régime stationnaire où les quantités d'oxygène apportées sont faibles. D'où la nécessité de protéger le vin, quand on élève son vin en barrique neuve, vraiment les premiers mois d'élevage. Nous, au laboratoire, on a continué sur cette thématique en s'intéressant justement par une autre technique à la quantité d'oxygène apportée par transfert. Pour cela, on a construit un caisson étanche, on a mis une barrique à l'intérieur et on a suivi les échanges de gaz entre l'intérieur de la barrique et l'extérieur de la barrique dans ce caisson étanche. Et ce qu'on a pu montrer, et de façon très surprenante, c'est qu'une barrique neuve, quand vous achetez une barrique neuve, l'OTR de la barrique neuve est très très élevé, puisqu'on est à 37 mg par litre par jour. Dès que vous hydratez cette barrique neuve, avant l'entonnage, eh bien vous diminuez l'OTR à 3 mg par litre par jour. Ce qui montre l'intérêt fondamental d'hydrater les fûts neufs avant usage. Alors, ces quantités d'oxygène apportées par la barrique vont avoir des répercussions fondamentales sur la qualité des vins, notamment des vins blancs, élevés en barrique. Dans cette expérience réalisée il y a quelques années, nous avions pu montrer que, après 8 mois d'élevage, les teneurs en sotolon, notre marqueur d'oxydation, étaient différentes selon les modalités d'élevage. Dans cette expérience, nous avions comparé l'incidence donc de l'usage de lits de levure et de barriques neuves. On voit très nettement que la modalité qui est la moins oxydée, donc qui contient le moins de sotolon, c'est la barrique usagée avec des lits de levure. La modalité la plus oxydée, c'est la barrique neuve sans lit de levure. Donc cette expérience illustrait très nettement à la fois l'intérêt de l'usage des lits de levure pour l'élevage en barrique et également l'impact oxydant de la barrique neuve par rapport à la barrique usagée. Donc, si l'on poursuit notre présentation, on va s'intéresser à la 2e étape du vieillissement, cette fois-ci le vieillissement en bouteille. Donc le vieillissement en bouteille, le principe est simple, vous avez une bouteille, on va partir sur une bouteille en verre, on ne va pas étudier l'incidence du packaging, donc le transfert par le verre, il est nul. Le seul transfert qui va être efficace, on va dire, et mesurable, c'est le transfert au travers de l'obturateur, ou on va dire au travers du système d'obturation, qui inclut justement ce qui se passe dans l'obturateur et au niveau de l'interface. Alors, dans cette expérience, c'était il y a un petit moment, pour le millésime 97, on s'était amusé, à l'époque, à mesurer la quantité d'oxygène dans des bouteilles bouchées. À l'époque, c'était un obturateur en liège. Si on remonte plus de 20 ans en arrière, l'oxygène au cours du vieillissement de bouteille, c'était quelque chose, on va dire, un peu mystérieux. C'est-à-dire que dans la tête des gens, l'oxydation, l'oxygène ne pouvait pas passer à travers l'obturateur. Depuis, beaucoup d'études ont montré que justement, l'obturateur était quelque chose de perméable et que des phénomènes oxydatifs avaient bien lieu dans la bouteille. Dans cette expérience, nous avions mesuré l'oxygène dissous par une sonde. À l'époque, c'était un peu original, cette approche, maintenant c'est un peu désuet. Mais nous avions pu mesurer pour la première fois la quantité d'oxygène à l'intérieur de la bouteille. On avait pu montrer que, selon la quantité d'oxygène, alors c'est du microgramme par litre, on n'est pas du milligramme comme vous a parlé Fabrice, on est sur du microgramme. Eh bien, selon la quantité d'oxygène exprimée en microgrammes par litre, on avait des notes moyennes d'oxydation selon la bouteille qui étaient différentes et qui étaient bien corrélées avec la quantité d'oxygène mesurée à l'intérieur de la bouteille. Alors, on a pu établir un seuil de 60 microgrammes par litre. On a pu montrer également que cet oxygène mesuré à l'intérieur de la bouteille, encore une fois exprimé en microgrammes par litre, était bien corrélé à la teneur en sotolon. C'est-à-dire, plus il y a d'oxygène dans votre bouteille, ça veut dire que cet oxygène va être utilisé par des mécanismes d'oxydation pour donner naissance à un composé qui va concourir justement aux notes d'oxydation de votre vin. Et bien entendu, quand on regarde la teneur en SO libre de tous ces vins, de toutes ces bouteilles, pour chaque bouteille, dès lors que la teneur en oxygène est élevée, la teneur en SO2 libre était faible, voire nulle. Donc cela démontrait à l'époque, pour la première fois, que, d'une part, l'obturateur
permet de laisser passer des quantités d'oxygène variables, en tout cas pour ce liège naturel-là, il présentait un caractère aléatoire, et que cet oxygène qui passait au travers du bouchon, du système d'obturation, provoquait bien, justement, des mécanismes oxydatifs à l'origine de l'évolution prématurée de ces vins blancs secs. Alors aujourd'hui, et c'est grâce à toutes ces observations, c'est la dernière. C'est la dernière. Donc, juste pour terminer, juste le résultat d'une expérience qu'on avait menée avec la société Diam, une expérience sur 10 ans, on avait mesuré justement l'incidence de l'OTR de l'obturateur, donc exprimé en milligrammes par an, sur l'évolution des vins. Donc on avait pu montrer que donc, selon que l'OTR, plus l'OTR était élevé au départ, plus l'impact sur le SO2 à 4 ans, après 4 ans d'embouteillage en jaune et 10 ans en rouge, plus l'impact sur le SO2 était important. Et avec un impact sur la couleur d'autant plus marqué, on voit qu'après 10 ans de conservation en bouteille, dès lors que l'OTR au début est faible, eh bien, le blanc garde une couleur jaune pâle, alors qu'on arrive sur des couleurs jaune orangées après 10 ans de conservation en bouteille. Pour conclure, un élément important à garder en mémoire, c'est la gamme de concentration que vous allez apporter au vin lors d'un élevage en barrique ou lors d'une conservation en bouteille. Élevage en fût, on est sur du milligramme par litre par mois. Sur un vieillissement en bouteille, on est sur du milligramme par litre par an. Donc bien sûr, ces concentrations vont avoir un impact sur le profil aromatique des vins, vont avoir un impact sur la teneur en SO2 libre et bien sûr, au final, un impact sur l'évolution oxydative des vins. Et encore une fois, ces quelques diapositives vous donnent des éléments justement pour limiter l'évolution oxydative des vins en l'amélioration de la préparation des fûts avant entonnage, l'intérêt d'élever les vins sur l'IFIN, et bien sûr le choix d'un OTR, donc un apport d'oxygène au travers de l'obturateur, le faible et adapté au vin pour prolonger au mieux la vie de votre vin en bouteille. J'en ai terminé.